La créature qui respire paisiblement quelque part chez vous, la forme de son crâne, la longueur de ses pattes, la courbure de son dos, représente une anomalie biologique, une erreur mathématique vivante qui n'aurait tout simplement pas pu voir le jour par les voies naturelles de l'évolution. Aujourd'hui, nous allons décortiquer cette absurdité génétique qui vous fera remettre en question, pour toujours, tout ce que vous croyez savoir sur l'évolution des espèces, et nous comprendrons pourquoi l'histoire officielle de la cynophilie mondiale n'est qu'un joli paravent, vide de sens. Si vous regardez jusqu'au bout, vous verrez vos animaux de compagnie d'un autre œil, avec un léger frisson dans le dos. Dans les cercles scientifiques, il existe une théorie qui affirme que presque toutes les races que nous connaissons sont apparues comme sorties de nulle part, sur le territoire de l'Angleterre, en une période terriblement courte, de 1850 à 1890. Réfléchissez à l'ampleur du phénomène. Pour qu'un loup sauvage devienne quelque chose qui ressemble de loin à un chien domestique, la nature a eu besoin de dizaines de milliers d'années d'adaptation continue, de mutations aléatoires et d'une sélection impitoyable. L'évolution fonctionne sans merci et surtout extrêmement lentement. Chaque changement dans la structure de la mâchoire, chaque modification des proportions exige le renouvellement de centaines, sinon de milliers de générations. Et voilà que la science académique nous demande de croire que des gentlemen anglais en costume strict, qui n'avaient pas la moindre idée de la structure de l'ADN, ont créé en seulement 30 à 40 ans, à partir de rien, des centaines de formes biologiques complètement différentes, du petit carlin aux yeux globuleux jusqu'au mastif géant, en passant par les lévriers et les bulldogs au museau écrasé. Certains chercheurs indépendants considèrent cela non seulement comme hautement improbable, mais comme une pure absurdité biologique. Et pour prendre conscience de ce fossé, il suffit de jeter un œil à la peinture ancienne. L'étoile classique des maîtres européens des siècles passés provoque une véritable dissonance cognitive. Ce que nous appelons aujourd'hui avec assurance des chiens de race, il y a 200 à 300 ans, cela paraissait tout à fait différent. Les carlins sur les portraits royaux officiels ont des museaux longs et allongés, et des pattes hautes et fines. Ils ressemblent davantage à de solides petits chiens courants qu'aux animaux essoufflés d'aujourd'hui, avec leurs crânes plats et déformés. Les boules terrières de cette époque sont de simples bâtards efflanqués, sans cette fameuse tête en forme d'œuf qui est aujourd'hui considérée comme la référence. Ni dos arqué, ni pattes anormalement raccourcies, ni oreilles traînant jusqu'au sol. La différence entre un chien sur une toile du milieu du XVIIIe siècle et la première photographie nette du tournant du XXe est si grande qu'on dirait des représentants d'espèces différentes. Et ce n'est pas un caprice d'artiste. De l'Empire romain jusqu'au début du XIXe siècle, l'apparence des chiens domestiques n'a pratiquement pas changé. Mosaïques antiques, tapisseries médiévales, gravures de la Renaissance, partout, à peu près le même type d'animal, avec un museau de loup normal, des oreilles dressées ou semi-dressées, et un corps proportionné. Les siècles passent, les civilisations se succèdent, les empires s'effondrent, et le chien reste le même. Et voilà qu'arrive le milieu du XIXe siècle. En un temps infime, équivalent à la vie d'une génération humaine, surgit de cette masse homogène une fontaine d'anomalies, que l'on s'empresse de conserver soigneusement et de baptiser race noble. Comme si quelqu'un avait appuyé sur un bouton d'avance rapide, en bouleversant les règles fondamentales de l'organisation du vivant. On nous dit « miracle de la sélection artificielle », mais ce n'est pas une simple fantaisie esthétique. Derrière elle se cache une restructuration de tout l'organisme. Et c'est là que l'anatomie entre en jeu. Prenons le squelette massif d'un mastif et posons mentalement à côté le minuscule crâne d'un bulldog français. L'histoire officielle assure que ces deux créatures, incompatibles sur le plan biomécanique, ont été façonnées à partir d'une même matière première de loup en une quarantaine d'années à peine. Mais tout spécialiste en morphologie évolutive le confirmera.
Modifier radicalement la forme d'un crâne n'est pas une question d'esthétique. C'est un processus systémique des plus complexes qui touche tout l'organisme. On ne peut pas simplement couper un os pour raccourcir la gueule. Il faut restructurer tout le système respiratoire, changer l'angle des voies nasales, redistribuer le voile du palais, réduire la mâchoire avec une telle précision que les 42 dents y trouvent leur place sans se tordre, et déplacer les orbites vers de nouvelles positions. Dans la nature, de tels changements structurels exigent des millénaires d'ajustements graduels pour que chaque génération puisse au moins respirer et avaler sa nourriture. Essayez d'y parvenir brutalement, par croisement grossier de chiens à museau court, et dès la 2e ou 3e étape, vous obtenez une descendance 100% non viable. Mais dans l'Angleterre du 19e siècle, ces lois immuables ont semblé cesser de s'appliquer. Les mutations les plus complexes se fixaient avec une précision chirurgicale, comme si quelqu'un connaissait le résultat à l'avance et guidait le processus le long d'une règle génétique invisible. Prenez le teckel. Pour obtenir des pattes extrêmement courtes et épaisses sur une colonne vertébrale longue et lourde, il faut fixer une mutation dangereuse de nanisme osseux. Mais des pattes courtes ne suffisent pas. Les organes internes doivent s'adapter instantanément à la cage thoracique allongée. La moelle épinière ne doit pas se comprimer sous le poids d'un dos étiré. Et le cœur doit pomper le sang dans une géométrie corporelle entièrement nouvelle. C'est une restructuration totale au niveau cellulaire. Et si on ajoute la simple arithmétique de la reproduction, le mythe de la sélection paysanne s'effondre en cendres. Faisons le calcul à froid. Le pic de la formation active des races s'étale sur exactement 40 ans. Un chien atteint sa maturité vers 1 à 2 ans, ce qui signifie que, dans les conditions les plus favorables, les éleveurs ont eu entre 20 et 40 générations au maximum. 20 générations pour transformer un animal aux proportions ordinaires en un Saint-Bernard géant ou en un Yorkshire Terrier minuscule au pelage soyeux, rappelant le cheveu humain. Du point de vue de la génétique des populations, 20 générations, c'est rien. Une marge d'erreur statistique. Sur une telle durée, un accouplement ordinaire ne peut pas aboutir à la transmission stable de dizaines de caractères récessifs très complexes sans les perdre dès le croisement suivant. Si les éleveurs s'étaient contentés de faire reproduire des proches parents pour fixer rapidement une forme, ils auraient inévitablement buté sur la dépression de consanguinité. Dès la 5e ou 6e génération, les chiots seraient nés en masse stérile, aveugles, sourds, avec des déficits immunitaires. La nature impose toujours un blocage strict face à des changements aussi rapides au sein d'une espèce étroite et fermée. Mais les races anglaises ne se sont pas dégénérées dans la souffrance, bien au contraire. Elles se sont solidement fixées et ont commencé à se reproduire avec une stabilité phénotypique phénoménale. Plus frappante encore est la synchronie des changements internes. Le lévrier n'a pas seulement reçu un squelette aérodynamique, mais aussi un cœur énorme, avec un volume pulmonaire accru, pompant des quantités colossales d'oxygène. Comment une sélection visuelle, sans radiographie ni échographie, sans connaissance des mutations organiques, pourrait-elle synchroniser la densité osseuse et le développement du muscle cardiaque en 40 ans? La probabilité que les mutations osseuses nécessaires coïncident par hasard avec les mutations organiques nécessaires sur 20 générations tend vers 0. Les squelettes semblent avoir été conçus sur une planche à dessin. Et si c'est un projet, alors il a des auteurs. Et ceux-là n'étaient pas du tout des paysans. L'histoire officielle de la cynologie commence en 1873, lorsque le premier Kennel Club fut fondé dans la capitale de l'Empire. On nous présente cela comme une innocente association d'amateurs d'animaux. Mais dans les listes des fondateurs, on ne trouve aucun paysan, berger ou garde-chasse. À l'origine, il n'y avait que des représentants de la plus haute aristocratie, comtes, lords, politiciens influents et membres de loges fermées, les gens les plus riches, les plus instruits et les plus puissants du siècle, disposant de ressources financières, scientifiques et administratives presque illimitées. Avant cette année-là,
Le concept de standard de race n'existait tout simplement pas dans l'histoire mondiale. Personne n'avait jamais pensé à mesurer la longueur de la queue au millimètre près, à calculer l'angle d'inclinaison des oreilles ou à réglementer le volume de la cage thoracique. Et voilà que ces messieurs se mettent à décrire et breveter avec obsession, avec un pédantisme maniaque, les formes biologiques d'êtres vivants. Ils ne faisaient pas seulement de l'élevage de chiens, ils se comportaient comme s'ils enregistraient des droits d'auteur sur des machines biomécaniques tout juste inventées. L'accès au club était strictement interdit au commun des mortels. Une grande partie de la documentation, des registres d'élevage et des relevés d'origine des standards les plus anormaux est encore conservée secrètement aujourd'hui, ou déclarée perdue à jamais dans des circonstances mystérieuses. Certains chercheurs estiment que cette discrétion sans précédent s'explique par un détail. Les aristocrates ne créaient pas de nouvelles formes à partir de zéro dans leur domaine. Ils les rassemblaient en s'appuyant sur des savoirs étrangers, oubliés depuis longtemps, dont la source se trouvait à des milliers de kilomètres du Londres brumeux. D'où cette élite désœuvrée tenait-elle soudain de si dangereuses connaissances? La réponse se dessine sur la carte de l'Empire. Le 19e siècle marque l'apogée de l'Empire britannique, dont les tentacules militaires et commerciaux s'étendent jusqu'aux coins les plus reculés et les plus anciens de la planète. Les expéditions coloniales étudient méthodiquement, emportent et s'approprient des artefacts inestimables venus d'Inde, du mystérieux Tibet, de l'Égypte antique et du Moyen-Orient. Officiellement, on considère que les pragmatiques anglais n'étaient attirés que par l'or, les épices, le coton et de nouvelles terres. Mais, et si le butin le plus précieux et le plus secret était constitué d'archives anciennes, des bibliothèques cachées de temples en ruine, des manuscrits rédigés dans des langues mortes, des papyrus et des tablettes de pierre renfermant des savoirs médicaux et biologiques de temps disparus. On a des raisons de croire que des traités sont tombés entre les mains de sociétés londoniennes fermées, décrivant non pas des rituels mystiques, mais de sèches instructions anatomiques. Imaginez, un officier découvre dans un temple abandonné ou dans les catacombes sous les sables égyptiens un rouleau que les meilleurs linguistes traduisent la nuit dans des bureaux verrouillés d'Oxford. Un texte détaillant comment manipuler la chair et l'os, comment contourner les barrières protectrices de l'espèce et reprogrammer l'organisme au niveau cellulaire. Et voici l'intrigue. La chronologie des conquêtes coloniales, décennie après décennie, coïncide avec celle de l'explosion biologique lors des expositions. Les troupes reviennent d'une expédition avec des cales remplies de biens confisqués, et aussitôt, en Angleterre, comme par un coup de scalpel invisible, on enregistre une nouvelle fournée de chiens génétiquement anormaux que l'Europe n'avait jamais vus auparavant. De nombreux lords éleveurs étaient des collectionneurs passionnés de textes anciens, s'enfermant pendant des mois dans des domaines gardés avec des chenils isolés. Des fragments de leur correspondance suggèrent indirectement des solutions chimiques et d'étranges méthodes d'intervention sur les embryons, davantage des protocoles d'ingénierie que des conseils d'éleveurs. Et le club est devenu une façade idéale, transformer des expériences dangereuses en un passe-temps prestigieux et amener la société à les admirer. Mais si une telle intervention a eu lieu, elle a dû laisser une trace dans l'ADN lui-même. Et cette trace, on l'a trouvée. Au début de notre siècle, quand les scientifiques ont pour la première fois entièrement déchiffré le génome du chien domestique, ils s'attendaient à voir l'arbre évolutif habituel. Une chaîne douce de mutations accumulées, confirmant la formation lente des races au fil des siècles. Mais ce qui s'est affiché sur les écrans des analyseurs a fait reculer les biologistes moléculaires. Il s'est avéré que toutes les races pures modernes étaient passées par un déraillement génétique artificiellement créé, ce que la science appelle l'effet de goulot d'étranglement. Dans la nature, ce goulot ne survient que lorsqu'une espèce fait face à l'apocalypse. Une chute de météorites, une période glaciaire, l'éruption d'un supervolcan ou une pandémie totale qui anéantit 99% des individus, et l'espèce entière repart d'une poignée misérable de survivants, portant dans ses gènes la trace nette de cette catastrophe. Eh bien, le patrimoine génétique des chiens a été comprimé exactement de cette façon,
et non pas il y a des millions d'années, mais précisément entre 1850 et 1890. Mais le paradoxe, c'est qu'il n'y a eu aucune période glaciaire en Europe à ce moment-là. Dans les rues de Londres, de Paris et de Berlin, couraient des millions de chiens bâtards en pleine santé, avec une diversité génétique des plus riches. Il n'existait aucun besoin naturel de rétrécir ce patrimoine. Comment se fait-il alors que toute cette masse biologique bouillonnante ait été écartée d'un coup, et que la fondation de l'élevage canin soit passée à travers un filtre microscopique? On dirait un nettoyage méthodique de l'ancien code. Les créateurs de races ont délibérément isolé et bloqué l'accès de la génétique naturelle du loup à leur prototype. Et en y regardant de plus près au niveau des nucléotides, on trouve carrément une anomalie. Chez les chiens de race pure d'exposition de cette époque, les marqueurs de transition manquent, ces fameuses cernes annuelles des changements progressifs. Les frontières sont nettes, tranchées. Les gènes de la longueur de la mâchoire ou de la forme des oreilles semblent avoir été grossièrement, mais précisément découpés au ciseau chimique d'un chromosome et insérés dans un autre. La science reste muette sur ce sujet par peur. Reconnaître une édition artificielle, c'est reconnaître que les aristocrates possédaient ce que nous maîtrisons à peine aujourd'hui. Et alors, naît la conclusion vers laquelle tous les faits convergeaient d'emblée. On n'a jamais élevé les chiens. Ce terme n'a tout simplement aucun sens pour ce qui se passait dans les domaines fermés. On les a réassemblés selon d'anciens plans génétiques découverts en Orient, l'héritage d'une civilisation extrêmement avancée, bien antérieure aux premiers Sumériens et aux pyramides. Sous les sables d'Égypte et dans les grottes du Tibet, on n'a pas exhumé des incantations de prêtres, mais de stricts algorithmes biochimiques, des tableaux matriciels et des coordonnées précises de modifications génétiques. Les élites ont reçu une chaîne d'assemblage toute prête. Ensuite, tout s'est déroulé comme le montage d'un meuble complexe suivant une notice. On a la matière première de base, un loup ordinaire ou un chien errant, et on a un algorithme pas à pas. Bloquer ce chromosome, activer ce gène récessif endormi, modifier l'équilibre chimique au stade de l'embryon précoce. Les expérimentateurs n'ont fait que suivre minutieusement d'anciennes cartes technologiques, éveillant étape par étape des fragments de code oubliés, endormis dans l'ADN canin depuis des centaines de siècles. Voilà pourquoi, en à peine 40 ans, ils ont obtenu un éventail d'animaux mathématiquement impossibles, sans mortalité massive des spécimens. Ils n'ont pas inventé des mutations à partir de zéro. Ils ont déballé des solutions toutes faites, perfectionnées par le passé. Pourquoi les anciens ont-ils choisi précisément la chair comme support? Le métal rouille et tombe en poussière en quelques milliers d'années. La pierre s'effrite sous l'érosion. Les supports numériques se démagnétisent sans alimentation électrique. Le seul contenant capable de survivre à un cataclysme planétaire, à une période glaciaire et à des millénaires de barbarie, c'est la cellule vivante, qui se reproduit sans cesse. Le génome est une clé USB, éternelle, idéale, à la capacité de stockage inépuisable. Et chaque race, dans l'Antiquité, était probablement un outil spécialisé. Le teckel au corps allongé, une sonde pour les galeries souterraines. Le bulldog au museau plat et à la mâchoire incassable, une pince hydraulique vivante. Le lévrier, un projectile autoguidé à l'aérodynamique parfaite. Les lords, eux, déballaient ces archives à l'aveugle, comme des enfants qui auraient assemblé avec les pièces d'un moteur étranger de drôles de jouets. Et si, avec ces plans-là, on a si facilement réassemblé les chiens, une question se pose, qui glace le sang. Qui d'autre pourrait-on assembler à partir des mêmes plans chiffrés? Les chiens, avec tous leurs paradoxes, crânes aplatis, pattes raccourcies, anomalies du squelette, n'étaient peut-être qu'un terrain d'entraînement, un banc d'essai de base, où des chercheurs ambitieux vérifiaient prudemment
si les algorithmes découverts fonctionnaient vraiment. Et lorsque le code endormi s'est docilement déployé dans une chair vivante et chaude, lorsque les mécanismes ont fonctionné sans faille, une question vraiment glaçante se pose. Sur qui cet outil a-t-il été appliqué ensuite, une fois l'expérience et l'assurance acquises? Regardez l'histoire officielle de notre propre espèce avec la même logique biologique froide. Et vous y trouverez exactement les mêmes vides béants et inexplicables. Pendant des centaines de milliers d'années, l'homme sage a couru dans les forêts primitives avec une lance de pierre, à peine différent des autres primates, et ses outils rudimentaires n'ont pas changé pendant des millénaires. Puis, en un insignifiant instant historique, un bond colossal et totalement inexplicable se produit. Nous nous mettons soudainement à bâtir des mégapoles de pierre, à inventer une écriture à plusieurs niveaux, à calculer avec précision les orbites des planètes, à pratiquer des opérations délicates sur le cerveau. La science classique n'a jamais expliqué clairement cette avancée fulgurante, se couvrant timidement de raisonnements sur les bienfaits du travail collectif. Mais si notre histoire était exactement le même genre d'expérience génétique de haute technologie, menée selon des instructions toutes prêtes venues d'un passé lointain et oublié. La même signature, une longue stagnation, puis une explosion soudaine et inexplicable des capacités, comme si quelqu'un avait décompressé un code préécrit. Nous regardons le gentil chien qui ronfle sur le canapé et voyons un animal amusant, mais devant nous se trouve peut-être un fragment vivant de technologie perdue, imprimé par les mains des lords londoniens. Et si des mains étrangères ont déjà assemblé un chien selon un plan ancien, alors la question la plus honnête et la plus inquiète est celle-ci. Selon quel plan nous a-t-on assemblé, nous? C'était une histoire, mais tout n'a pas été raconté. Abonnez-vous. Ce qui vous attend, c'est ce que les manuels ont passé sous silence.